Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler du docteur Louis Fouché qui était l'invité d'un événement fait par le média alternatif Nexus et il va tenir un discours fort intéressant sur lequel j'ai très envie de rebondir et d'en parler avec vous. Mais juste avant, vous le savez, je demande votre soutien en ce moment. Des vidéos ont été supprimées sur la chaîne, des vidéos ont été démonétisées et je vous demande votre soutien. Ce média, cette chaîne existe grâce à vous, grâce à vos abonnements, les pouces, les likes, les boosts, mais non seulement, aussi par rapport aux dons, que ce soit sur YouTube ou en rejoignant sur le bouton rejoindre la communauté ou en venant sur Patreon. À mon sens, la meilleure option, c'est de me suivre sur Patreon, mais vous faites ce que vous voulez. Donc vraiment, j'ai besoin de votre soutien pour continuer à faire mon travail dans les meilleures conditions et puis pour ne pas dépendre du bon vouloir de YouTube. Allez, on écoute Louis Fouché et on en parle juste après. Pas de sauveur. Il est déjà venu, vous savez, il est déjà venu. Ah ouais, on est piégé dans ce piège messianique. Hein. C'est consubstantiel à notre société. On attendrait quelqu'un d'autre qui fasse le taf à notre place. Hein, il n'y a personne qui fera le taf à notre place. Mais ça, c'est très rassurant, parce que s'il n'y a pas de sauveur, il n'y a pas de victime, et il n'y a pas de bourreau. Vous connaissez tous le triangle de Cartman. Cette idée qu'on est piégé dans un triangle dramatique où on passe notre vie à jouer un rôle, on est tour à tour le sauveur, la victime, le bourreau. Mais alors si on ne fait pas ça, qu'est-ce qu'on fait? Les voies ésotériques en ont parlé, le druidisme comme la franc-maçonnerie, c'est les deux derniers ésotérismes qui restent en Occident aujourd'hui. À la fin, quand vous arrivez au 6e degré, bon, à la fin vous êtes le grand architecte, c'est ça la clé. Vous êtes le grand architecte, il n'y a personne d'autre. D'accord, mais qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'il y a plusieurs façons d'être architecte, architecte du futur. Il y aurait une logique qui consiste à contrôler et prédire. Je veux que tout soit selon le plan. Et il y a un plan. Vous savez qu'il y a un plan. On a compris maintenant. Évidemment, ça va aller avec de la violence, avec du viol, avec de la domination, avec de la soumission. Parce que si vous faites ça sur le monde et que vous voulez imposer au monde votre volonté, d'une manière ou d'une autre, vous allez faire souffrir quelqu'un d'autre. Et vous allez le reprendre dans les dents. Est-ce qu'il y aurait une autre façon de poser l'intention, peut-être comme Charles Maxence l'a souligné, l'intention. Ah d'accord, ce serait ça l'espérance et pas l'espoir. L'espoir serait pas un truc là-bas dans le ciel qui viendrait me sauver, non, ce serait une étoile que j'essaye de suivre. Et les Américains disent ça, vous savez, il n'y a pas que des mauvaises choses chez les Américains. Ils avaient dit pour la conquête de l'Ouest, hitch your wagon to a star. Bon ok, ils ont tué tous les Indiens, ils ont annexé leur... Mais ça voulait dire accroche ton chariot à une étoile. Mais ça vient pas de nulle part, les Américains ils reprennent toujours... C'est ça qui marche. C'est un peu mythologique. On entend. Mais je vais hurler. C'est quoi cette étoile? Bah, c'est l'étoile des rois mages, évidemment. Mais qu'est-ce qu'il y a en bas de l'étoile des rois mages? Derrière cette espérance. Un bébé dans une mangeoire. Donc il n'y avait pas de place à la boue. Vous la connaissez l'histoire? Même pour montrer ça, on a la place des histoires. Vous savez si on va recharger les batteries alors qu'on était là en train de marier tranquillement sur le côté et qu'on entend à peine ce que dit la personne qui est sur scène, mais on essaie de récupérer de l'énergie. Mais c'est qu'il y a le bébé de Marc. Il y a un bébé, vous savez, qui passe comme ça. Et donc, il pressent quelque chose, que chaque fois que quelqu'un va parler, le bébé s'attarde un peu plus à côté de lui pour lui redonner de l'énergie à cause du stress, etc. Il est là. Ah, d'accord, c'est ça qu'il y a au bout de l'espérance. C'est quoi? C'est un bébé qui n'a aucune défense, aucune force, rien, et où pourtant tout est possible. Tout est possible. Et là, il y a de l'espoir. À chaque fois qu'on voit un bébé, on a de l'espoir, on se recharge les batteries. C'est comme Colin Serrault, vous savez, dans la Belle Verte. On se recharge les batteries avec les bébés. Ouais. D'accord, alors ce serait ça, poser une intention. Chercher l'espérance. Essayer d'avoir une étoile qu'on vise et savoir que derrière, en dessous, de toute manière, il n'y aura qu'à reconstruire. Il y aura tout à reconstruire, parce que tout s'effondre. C'est une chance, ce moment d'indétermination où tout s'effondre. Parce que ça veut dire que demain, vous ne savez pas. Imaginez l'angoisse des puissants. Parce que eux, ils savent que leur argent restera bien tranquille au fond d'un coffre-fort, quelque part, aux îles Caïmans ou je ne sais pas quoi. Ils n'ont aucun stress particulier sur leur succession, elle ne leur coûte rien.
Finalement, tout le programme est déjà prédit d'avance. Et vous avez peut-être remarqué que dans les familles de l'oligarchie dominante, de la finance apatride, vous lui donnez le nom que vous voulez, des programmateurs centraux, le programme est prédit d'avance. Un enfant ne fait pas ce qu'il veut. Il va aller à Louis-le-Grand ou à l'école alsacienne. Puis ensuite, il va faire Normal Sup, ou alors il va faire Polytechnique, ou alors il va faire Sciences Po. Puis après, il sera quelqu'un d'important, il sera juge, médecin ou je sais pas quoi. Et il fera ce qui lui a été demandé pour continuer le système exactement tel qu'il est. Quelle horreur! Quelle vie de merde! Et d'ailleurs, vous avez peut-être remarqué que dans ces mêmes familles, si vous en avez côtoyé, l'alcool, la drogue, la débauche sont en fait extrêmement fréquents. Tellement c'est insupportable à vivre. Alors, qu'est-ce qu'on peut préférer? Le confort d'un avenir tout prédit d'avance ou au contraire, l'inconfort aventurier d'une traversée grandiose à vivre, faite de tempêtes et d'accalmies parfois? Ouais, je ne sais pas, mais je me suis posé la question de cette intention de manière très pragmatique, pour pas être dans la loi de l'attraction, folle, etc. Et j'ai eu la chance de travailler au Vietnam pendant 6 mois, et un jour, un de mes collègues me dit « Tiens, voilà, remplace-moi un peu, je vais prier au temple. » Je dis « Ah bon, tu vas prier au temple? Mais c'est quoi? Vous faites comment? Je vous salue Marie, tout ça? Vous avez la paix dans le monde, tout ça ?» Il me regarde, non, pas du tout. Non, j'ai acheté un nouveau lave-vaisselle, là. Je vais prier pour que il fonctionne bien longtemps et que il nettoie bien blanc et que ça bien propre et voilà. J'étais très surpris. Ah, c'est ça ta prière? Bah oui, enfin ce serait quoi d'autre? Ah, une intention extrêmement appliquée au réel. Pas quelque chose dans les nuages, pas quelque chose d'éthéré, pas quelque chose dans 50 000 ans. Non, là tout de suite. Quelle est votre intention sur le réel? Un frottement dur avec le réel. Mon intention est de faire retirer les vaccins ARN du marché en France. Ouais. Attendez, c'est mon intention. Mais vous voyez que, alors, ne serait-ce que par un commitment public, on se sent obligé, merde, je vais pas pouvoir me rétracter maintenant. Et on va avoir besoin d'énergie parce que je ne sais pas par où commencer. Pourtant, on a rassemblé des gens et je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. On bute sans cesse sur le même mur. Les intérêts financiers, les blocages politiques, les blocages socioculturels, le dogme dominant, etc. Comment faire? Qu'est-ce que je peux faire? Mais attendez, qu'est-ce que je peux faire? Non, ouais, ça c'est Christian. Moi, je suis derrière, mais... Oula, j'ai plus 15 secondes, mais tout le monde a dépassé, alors je vais me permettre 1 minute. Dans ce cas-là, il faut s'inspirer un peu des anciens, de ceux qui ont déjà vécu des situations de merde. C'est ce qu'on fait en médecine, on fait des cas cliniques pour savoir comment on pourrait faire. Et il y a quelqu'un qui s'appelle Václav Havel qui a écrit Le pouvoir des sans-pouvoirs, et qui est devenu président de Tchécoslovaquie, et qui a beaucoup aidé par la charte de 77 à ce que ça se passe quand même beaucoup plus velours qu'ailleurs. D'ailleurs, ça s'est appelé la révolution de velours, le divorce avec le soviétisme. Et il s'inspire beaucoup de quelqu'un qui s'appelle Kolakovic. Et le père Kolakovic, c'est un prêtre qui vient en Tchécoslovaquie à l'époque, il deviendra la République tchèque, et qui dit à ses ouailles pendant le nazisme, qui est résistant contre le nazisme, et qui dit « Attendez, vous avez rien vu là. Vous avez rien vu. Parce que derrière, c'est l'Union soviétique. Et ça va être même encore pire. Parce que là, il n'y aura plus de vérité, il y aura que du mensonge. Tout sera faux. Et on va vous monter tous les uns contre les autres, les enfants contre les parents, etc. » Et Kolakovic établit une espèce de doctrine de résistance qui tient en 3 points. Voir, juger, agir. Voir, je dois regarder en face ce qui se passe. Peut-être vous êtes tous confrontés dans vos familles ou vos amis respectifs à des gens qui ne veulent pas voir. Et ils ne verront jamais. Le déni collectif sur ce qui s'est passé ces dernières années est ahurissant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne pouvez pas le faire faire à d'autres. Vous ne pouvez que le faire pour vous. Personne ne sera éveillé après avoir discuté avec vous. Personne ne verra la lumière. J'ai souvent eu ce constat, en discutant avec les gens, il n'y a personne qui m'a dit à la fin « Waouh !» ou « Waouh !»
Oh putain. Ouf. Wow, j'ai vu la lumière. Personne, ça m'est pas arrivé. Et ça n'arrivera pas. C'est pas comme ça que ça marche. On voit pour soi. Et ensuite, juger. Juger, ça veut dire quoi? Ça veut dire discerner. Discerner le bien et le mal. Ça veut dire accepter de remettre un référentiel moral sur le monde. Il y a le bien et il y a du mal. Ok, il y a plein de nuances, il y a plein d'ambiguïtés. Mais à un moment, il va falloir trancher. Et après, agir. Et là, j'ai presque pas le temps, mais il me posera la question. Comment agir? Comment mettre cet agir juste en place? Tout seul, vous pouvez rien. Ça se passe forcément à plusieurs. Linus Torvald, qui a développé Linux, développe avant quelque chose qui s'appelle GitHub. Et GitHub, c'est un hébergeur de programmes pour débugger. Et pour réussir à débugger, il se rend compte que tout seul, il ne peut pas le faire. Et même développer GitHub, il ne peut pas le faire tout seul. Et donc, il demande à la communauté de l'aider. Effectivement, nous seuls, nous ne pouvons rien faire. Il nous faut refaire groupe, refaire société. Mais le problème, c'est sur quel modèle? Sur quoi nous pouvons nous retrouver pour faire communauté, pour faire des groupes, pour pouvoir justement lutter de manière beaucoup plus efficace contre le système, mais surtout s'entraider tant qu'il n'est pas tombé. Il est important bien sûr de nous organiser, de nous parler. Et quand je dis ça, je ne parle pas de le faire sur Internet. Sur Internet, c'est très bien. Mais ça serait encore mieux de le faire dans la vraie vie. Surtout qu'on sait que beaucoup d'entre nous souffrent d'une grande solitude par rapport justement à nos idées politiques. À mon sens, le faire uniquement sur une vision politique ou sur une étiquette politique, ça ne dure qu'un temps. La France a réussi à être la France, à être un grand royaume, à dominer en faisant communauté, en faisant groupe autour de notre religion, autour du Christ roi, autour du christianisme. C'est ça qui a forgé ce pays, c'est ça qui nous a permis d'avoir une morale à tous commune, reconnue par tous. Que vous vivez dans le nord de la France ou que vous vivez dans le sud, la morale, les règles, la façon de vivre était la même pour tous. Ça permettait d'offrir un cadre et de préserver l'identité et la culture de notre pays. Pour moi, tous les modèles ou les pensées politiques qui ne reposent sur rien ont montré leur inefficacité. Ensuite, sur la personne providentielle. Ça, c'est le grand mal des Français, mais des gens en général, c'est-à-dire d'attendre de l'autre. On trouve ça super que des gens prennent des risques, prennent la parole, dénoncent. Et c'est quelque chose que je constate malheureusement à titre personnel. Malgré mes quasiment 70 000 abonnés et toutes les vues que je peux faire, je n'ai quasiment aucun soutien de ma communauté. Donc tout le monde me dit dans les commentaires, et vous les premiers, que c'est absolument génial ce que je fais, et je vous en remercie, et vous me dites de continuer, c'est très bien, mais j'ai pas d'aide. D'ailleurs, depuis quelques vidéos, j'ai demandé une aide, je n'ai quasiment rien reçu en aide. Donc, vous voulez absolument qu'une personne émerge et vienne vous pousser vers le haut et fasse la grande révolution que vous attendez, mais pour beaucoup, vous n'êtes pas prêt aussi à donner aussi de votre personne. Révolution s'il y a, changement s'il y a. Ça viendra aussi à titre personnel. Il faut que vous soyez capable de faire des efforts, d'être capable de vous battre, d'être capable d'aller soutenir ceux que vous aimez, ceux qui font le boulot à votre place, qui prennent des risques et qui prennent des coups, parce que quand vous prenez la parole publiquement, sur Internet, dans la rue, dans un parti politique, vous n'imaginez pas les problèmes et les conséquences que cela amène. Et surtout, je pense que beaucoup aussi n'imaginent pas le travail que c'est de faire cela. Cela n'empêche, nous avons bien sûr besoin d'une personne providentielle. Il nous faut au moins un leader, sans même parler d'homme providentiel. Il nous faut au moins un leader pour pousser les gens vers le haut. À une seule condition, que les gens ont encore la lucidité de le percevoir et de le suivre. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis. N'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le like, le pouce de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.